Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre avec vous en co-animation avec Tommy Auger de Cogeco TV. Bonjour Tommy. Hey, bien le bonjour. Bienvenue à notre émission. On va parler aux nouvelles tantôt là de la situation sur les routes. Il y a eu un accident à Port-Cartier. On a un peu d'infos. Les ambulances viennent de quitter. Il y a eu plusieurs sorties de route ce matin. On vous invite à être très, très, très prudent. D'autres détails dans quelques instants à notre bulletin d'information régionale. Tommy, c'est comme une semaine politique, une semaine de relâche politique avec la longue tournée de Monsieur Pierre Arcan, ministre responsable de la Côte-Nord. Beaucoup d'annonces. Il était avec Laurent Lessard à Bécomo en début de semaine. Après ça, il est obligé de faire une escale à Québec pour la loi spéciale sur les juristes, là. Mais il a quand même passé 4 jours. Il s'est rendu aussi à Havre-Saint-Pierre hier. Pour la nouvelle caserne. Aujourd'hui, on inaugure la prison, enfin, dira-t-on. La prison de Sept-Îles. C'est un dossier qui a tellement traîné en longueur. Ce qui est drôle, c'est que j'avais traité de ça à connecter il y a à peine 2 semaines ou 3 semaines, là, puis on n'était pas encore capable de me donner là, de date ou de raison de retard. Ben là, on aura nos explications, j'espère, tout à l'heure dans les alentours d'1h30. Le chantier a pris du retard, mais avant ça, cette prison-là, avant de la construire et d'avoir vraiment de l'argent, là, on l'a annoncé 4 ou 5 fois par différents gouvernements, tant péquistes que libéraux. Puisque c'est une semaine de relâche politique pour la Côte-Nord, on va parler de politique dans quelques instants. On reçoit Jacques-René Giguère. On donne donc la parole à l'opposition en ce jour où 2 ministres libéraux nous visitent. C'est le président du PQ de Duplessis qui sera avec nous. On va parler justement des objectifs du PQ, de la prochaine campagne électorale, l'arrivée de Bernard Rambaud-Gauthier dans le décor, dans le comté de Duplessis, ça peut être important. On va aussi changer le décor politique. Il y a entre autres l'Assemblée générale annuelle du PQ qui se déroule cette fin de semaine où on va approfondir toute cette réflexion politique. Jacques-René Giguère sera avec nous à 12h15 à Côte-Nord Attitude. Il y a eu une belle inauguration cette semaine du côté de Port-Cartier, un complexe commercial qui s'est construit assez rapidement quand même. Hein? Ouais, très rapidement, Le chantier d'hiver a été efficace, semble-t-il. Tout est maintenant inauguré, le bonissoir, le dépanneur, la station-service Shell. Mais on avait déjà inauguré en décembre le restaurant McDonald's. Ben, il manque le bureau d'accueil touristique. C'était une condition à la construction, le bureau touristique, et ça viendra dans les prochains temps. Quand même un projet de 4 millions de dollars dans une période où l'économie ne roule pas si rondement que ça. Ça reprend à peine du côté de Port-Cartier. Quand même pas mal la même réalité. Plusieurs emplois intéressants là, pour des jeunes, là, des jeunes étudiants aussi, là, autant dans le McDonald's que dans un dépanneur. Là. C'est toujours intéressant comme type d'emploi aussi pour une ville, une municipalité comme Port-Cartier. On va en parler avec Jean-Marie Potvin, bien connu à Port-Cartier dans le milieu des affaires depuis plusieurs années. Il agira sur nos ondes vers 12h25 comme porte-parole de la coopérative IGA de Port-Cartier qui est à l'origine de ce projet de plus de 4 millions de dollars. La classique hivernale au lac Kashiwish, ça doit être intéressant ça quand même. As-tu déjà participé? Non, mais je sais c'est où. Je connais des gens qui ont des chalets dans ce coin-là. J'allais à la chasse aussi dans ce coin-là. C'est faut vouloir là, aller jouer au hockey dans ce coin-là. Oui, parce que, regarde, il n'y a pas de route pour y aller. Je pense qu'on va se donner rendez-vous au lac d'Aigle, à quelque part, là, puis on va se rendre sur place en skidoo. Exact. Sûrement une ambiance festive aussi. On leur souhaite du beau temps. L'événement va avoir lieu le 11 mars. C'est une formule spéciale, hein. On parle d'inscription individuelle. On cherche pas à se former des équipes, on cherche des joueurs de hockey. Est-ce qu'on lance les bâtons d'un côté comme de l'autre, comme quand on était TQ pour former les équipes? Je le sais pas. On va lui demander. On va se diviser sur place, ça. C'est ça qui va arriver. Vers 12h40, Canu, qui est pas seulement un rappeur, qui est aussi un bon joueur de hockey. Louis-Philippe Canuel sera avec nous pour nous parler de la classique hivernale du lac Kashiwish. En fin d'émission, on parle du fameux dossier, là, le conflit entre les ambulanciers et le gouvernement du Québec. Il y a comme des gens, les entreprises comme Ambulance Porlier, qui sont pris entre l'arbre et l'écorce là-dedans. Ben, c'est exactement ça. C'est un vraiment particulier comme situation. C'est la première fois, moi, que j'entends les syndiqués, donc les employés, et l'employé
employeurs directs dire exactement la même chose et être d'accord sur à peu près tout. Parce que où le bas blesse, c'est le gouvernement qui ne veut pas être de retour à la table de négociation, et ce que les deux autres parties disent, c'est que ça prend absolument le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui donne à contrat là, ces termes-là ou les enveloppes budgétaires là, pour les compagnies d'ambulance. Et là, le gouvernement veut rien savoir. Moi, j'ai fait des demandes d'entrevue, ils ne veulent même pas répondre aux entrevues parce qu'ils disent qu'ils n'ont rien à voir avec les négociations. Donc, c'est assez particulier. On le sait que les paramédics sont présentement en grève un peu partout au Québec. Et moi, je me suis entretenu... Ils n'ont pas le choix des moyens de pression, c'est des services essentiels quand même. Là. Mais moi, je me suis entretenu quand même avec le directeur général là, de la Corporation des services ambulanciers du Québec, Denis Perrault, pour savoir un peu là qu'est-ce que eux en pensent. Les ambulances Porlier font partie de cette corporation. Pour ne pas dire nos secrets, l'entrevue est préenregistrée parce que toi, tu vas te sauver en fin d'émission pour aller voir le ministre Coiteux qui inaugure officiellement une nouvelle prison. Exact. C'est le fun, ça doit être le fun ça de visiter. Toi, pour Cogeco, tu vas prendre des images certains. On va voir ça à TV la semaine prochaine. On a le droit des images avec notre caméra, mais nos téléphones, ça a l'air, on ne pourront pas rentrer à l'intérieur. Donc, on verra qu'est-ce que ça donnera. Je suis sûr qu'il y a des endroits où tu n'auras pas le droit de tourner non plus. Je suis convaincu. À l'intérieur. Là. Il y a des secrets là-dedans qu'on n'a pas le droit de divulguer. Mais c'est une belle opportunité qu'on a à cette île, là, le milieu de la presse aujourd'hui, de visiter une prison flambant neuve avant qu'il y ait des clients dedans. C'est nous autres qui va la salir en premier avec nos bottes. Parce que quand il y a des détenus, ils nous invitent pas à visiter une prison. Non, c'est rare. Voilà. C'est ce qu'on a à vous offrir au cours des prochaines minutes à Côte-Nord Attitude. Mais avant cette série d'entrevues, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Un mot d'abord sur cet accident à Port-Cartier. C'est survenu sur la route 138. Donc, les ambulances viennent de quitter là avec 3 blessés. On parle à l'entrée de la ville de Port-Cartier. Si on arrive de cette île, là, l'accident est arrivé à 11h20 ce matin au kilomètre 946. Les policiers sont encore sur place. Les ambulanciers ont quitté. Notons qu'il y a eu plusieurs autres sorties de route ce matin sur la 138 là entre cette île et Bécomo. Notamment, actuellement, il n'y a pas d'entrave à la circulation, mais la prudence est de mise pour la circulation sur la route présentement. Toujours dans le même dossier, là, les transports sont perturbés par le mauvais temps. Ce matin, la traverse entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac est interrompue depuis 6h30 ce matin. La circulation est interdite aux véhicules lourds depuis 9h ce matin entre Godbout et Port-Cartier. Un camion a éprouvé des difficultés à monter la côte près de la rivière Vachon sur la route 138. C'est enneigé un peu partout sur les routes de la Côte-Nord. La visibilité est réduite et on note la présence de lames de neige à plusieurs endroits. Le traversier F.A. Gauthier qui relie Matane à la Côte-Nord connaît aussi des problèmes. Il n'a pas fait le voyage ce matin en raison du mauvais temps. Un départ s'effectue à 12h30 de Matane. Le traversier fera aussi le voyage de Bécomo vers la rive sud à 17h. Le F.A. Gauthier a subi un important bris au quai de Godbout cette semaine. La porte avant est endommagée. Les véhicules lourds doivent entrer de reculons par l'arrière du traversier. La STQ invite les usagers à prévoir plus de temps pour l'embarquement au cours des prochains jours. Et puis notons que la neige, la poudrerie se poursuit, les vents également de 30 à 50 km/h, une bonne partie de la journée aujourd'hui, même une partie de la soirée. Par contre, à plus long terme, là pour le printemps, ça s'annonce assez clément dans notre région. L'aperçu du printemps de Météo Média annonce de la neige au sol quand même jusqu'à la mi-mai, des possibilités de précipitations de neige, mais moins abondantes là que par le passé ou que la coutume pour cette île et Port-Cartier. Le faible couvert de glace également sur le Saint-Laurent favorisera un réchauffement plus rapide que l'an dernier. On se souvient que la chaleur est arrivée tard en juillet pour cette île Port-Cartier l'an dernier. La neige disponible en abondance cet hiver risque par contre de prendre un bon bout de temps là, avant de quitter la Côte-Nord. On peut encore faire du plein air et des sports d'hiver. C'est pas le temps de serrer les skis et les motoneiges. Le chef météorologue de Météo Média, André Monette, nous rappelle que la température du fleuve impacte directement notre région. Les glaces se sont moins formées cette année. C'est bon augure pour le printemps. Plus les glaces fondent vite, plus le climat peut se réchauffer vite dans la région. C'est bon signe parce qu'on sait que la Côte-Nord, vous êtes un peu les derniers à avoir les premières douceurs printanières à cause justement du fleuve, la proximité du fleuve et du golfe Saint-Laurent. Donc, c'est de bon augure pour le printemps 2017.
Jusqu'à maintenant, l'hiver nous a accommodés avec 20% plus de neige et des températures de 1,3 degrés supérieures à la moyenne des années précédentes. Le taux de récupération des déchets recyclables est faible à 24% dans les industries et les commerces de Sept-Îles et Port-Cartier. L'éco-patrouille de la MRC de Sept-Rivières planifie plusieurs actions en 2017 dans les milieux de travail pour améliorer la situation. Le nouveau plan de gestion des déchets prévoit l'ajout du compostage d'ici 2 ans, mais il faut d'abord améliorer les performances pour le recyclage selon les responsables des matières résiduelles. Rappelons que les propriétaires ont inauguré en grande pompe mardi la station d'essence Shell et le dépanneur Bonissoir à l'entrée de la ville de Port-Cartier. Le complexe commercial comprend aussi le restaurant McDonald's inauguré en décembre. La ville ajoutera son bureau d'accueil touristique, la coopérative alimentation IGA de Port-Cartier et Sobeys Québec ont initié le projet de plus de 4 millions de dollars. La station-service est opérée par une filiale d'IGA Port-Cartier. Nicole Chartier et Annie Pelletier gèrent le nouveau dépanneur. Jean-Marie Potvin agira comme porte-parole d'IGA Port-Cartier sur nos ondes en entrevue vers 12h25. Le Festival des Hivernants débute ce soir au Vieux-Poste de Sept-Îles avec une démonstration de danse Innu avec le groupe Mathieu et le lancement de la nouvelle bière de la microbrasserie Saint-Pancras brassée spécialement pour l'événement. Kevin Landry et Pétapan animent la 2e soirée de demain. Plusieurs activités de plein air culturelles et sportives sont prévues jusqu'à dimanche. Et puis les premières médailles de la Côte-Nord aux Jeux du Québec en 2017 sont allées à 2 athlètes Innu de Ouachat, Andresha Michel Saint-Onge et Sidra Bilo en badminton double féminin hier. Elles se sont inclinées en 3 manches lors de la finale pour la médaille d'or contre l'équipe de Laval. Les Sept-Îliens Jean-Pascal Coulombe chez les moins de 55 kilos et Léa Porlier chez les moins de 52 kilos ont aussi gagné des médailles d'argent en judo hier. Les activités ont donc repris pour le 2e bloc de compétition aux Jeux d'hiver d'Alma. Ce matin, là, on a reporté le ski alpin en après-midi parce qu'il neigeait assez en abondance également du côté d'Alma. Par contre, notre équipe de ringuettes de la Côte-Nord va très bien jusqu'à maintenant aux Jeux du Québec. Là, ils ont gagné 2 fois hier, 5-4 contre Montréal et 6-0 contre la Mauricie. Les filles de la ringuette, plusieurs filles de Sept-Îles d'ailleurs, affrontent aujourd'hui le Centre du Québec et Chaudière-Appalaches. Au hockey masculin, l'équipe les Nord-Côtiers Bantam 3A. Nous, on a une équipe relève pour la Côte-Nord qui a subi une défaite contre des Bantam 3A élites de plusieurs clubs, à part ça, de la région de la capitale nationale. Des compétitions importantes figurent aussi au programme de la délégation aujourd'hui en nage synchronisé et tennis de table, où on a une bonne délégation. Là, je pense que c'est des jeunes de l'école Jean du Nord qui nous représentent en tennis de table, en ping-pong aux Jeux du Québec. Voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. Attitude. Au Casse-Croûte Alibaba, venez savourer nos nombreuses spécialités et plein de nouveautés. Que ce soit pour un bon club sandwich, un hot chicken ou l'un de nos délicieux sous-marins maison ou Alibaba. De la poutine, des hamburgers ou encore des hot dogs. En voulez-vous de la saveur? On en a de la saveur. Le Casse-Croûte Alibaba, c'est l'endroit par excellence pour déguster la meilleure crème molle à Sept-Îles. Casse-Croûte Alibaba, situé à l'arrière des Galeries Montagnaises sur le boulevard des Montagnais. 961-98-33. Une entreprise en constante croissance en télécommunications de la région est à la recherche de techniciens et techniciennes en télécommunications. L'entreprise Alsa Communication offre une formation pour les différents postes à combler, en fibre optique et en satellite. L'expérience est un atout. Pour plus d'infos, communiquez avec Maryse Gagnon au 350-0059 ou postulez en ligne à alsacommunication@outlook.com. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Comme on disait, Tommy, c'est comme si c'était une semaine de relâche politique avec la visite de plusieurs ministres sur la Côte-Nord cette semaine, des ministres libéraux, bien sûr. Celui qui est responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcan, a passé 4 jours dans le coin quand même, jusqu'à Havre-Saint-Pierre, jusqu'à avec Laurent Lessard à Bécomo. Oui. Plusieurs annonces à Sept-Îles, dont l'inauguration de la nouvelle prison cet après-midi. Puisque les libéraux paradent dans le coin, on peut bien jaser avec l'opposition. Avec nous, Jacques-René Giguère, président du Parti québécois de Duplessis. Bonjour. Bonjour.
Est-ce que ça vous apparaît normal, comme ça, là, à 1 an et demi de l'élection, les ministres profitent de la relâche, parce que c'est la relâche aussi à l'Assemblée nationale pour parader. Je pense que quel que soit le gouvernement, des annonces politiques comme ça, des déplacements de ministres en région, c'est pas malvenu non plus, là. Bon, c'est mieux ça que de rien avoir. C'est sûr, évidemment, que première des choses, ils ont quand même cassé la relâche pour forcer des lois spéciales. Ils adorent les lois spéciales. Et surtout pour forcer des retours au travail. Mais c'est sûr qu'on sent quand même de leur côté un vent de panique. Il faut qu'ils inaugurent des prisons et des bouts de route parce que c'est à peu près tout ce qu'ils peuvent faire présentement. Là. Qui a confiance en eux autres? Personne. Là, soyons honnêtes, leurs sondages sont vraiment très, très bas. Fait que, oui, ils doivent se promener en région et même en capitale et en métropole pour essayer de changer un peu leur image, là. Oui, c'est ça. Même le premier ministre, était dans l'Est du Québec, passait 3 jours dans le coin de Rimouski, la Gaspésie. Il a même parlé du prolongement de la route 138 dans le comté de Duplessis comme étant une priorité. Tout ça, c'est du blabla politique pour l'opposition, quoi? Bah, écoutez, voyons. Soyons honnêtes, quand ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils sont désespérés. OK? Mais c'est pas différent quand le PQ est au pouvoir. Moi, ça fait des années que je suis ici. Là, il y a eu des époques où on n'était pas dans l'opposition sur la Côte-Nord. Des parades de ministres, des annonces, des coupures de ruban. T'en as vu au cégep de Sept-Îles aussi, avec des ministres péquistes comme libéraux. Je me souviens je voudrais pas te faire un espèce de décompte des kilomètres de route, mais au total, je pense que j'en ai vu des plus et des plus belles dans les gouvernements du PQ que je vais essayer de faire de décompte, là, mais En termes de stratégie politique, est-ce qu'on serait pas mieux de disperser ces annonces-là? Là, on en a là, une puis une autre à chaque jour. Il y en a 1 et 2 par jour pratiquement. Est-ce qu'on serait pas mieux de disperser ça dans le temps plutôt que de faire tout ça d'un même coup? Probablement, mais je veux dire, c'est pas moi qui m'occupe de leur stratégie de com. Je vais les laisser faire, moi, là. Écoutez, moi, là, vous connaissez la règle d'un trou, une des règles du trou, hein. Quand votre adversaire est dans un trou, vous le laissez creuser. Alors, t'as pas l'impression quand même, Jacques-René, que c'est de la politique à l'ancienne, puis que c'est un petit peu ça, là, quand on dit que nos politiciens perdent de la crédibilité, que les gens sont un petit peu tannés de ce genre de parade-là, de ruban, de flafla, là. On le sait que c'est notre argent, dans le fond, qui a construit la prison de Sept-Îles, puis qu'elle soit inaugurée, ça dérange peut-être pas personne, là. À un moment donné, ils ont fait une belle visite après-midi, des bonnes photos, ça va sans faire doute. du bien pour les gens qui travaillent. J'ai pas l'intention de visiter la prison, vous m'excuserez, c'est pas dans mon plan de carrière, là. Mais moi, je vais présenter ma carte d'identité en rentrant, je vais la récupérer en sortant. Je vais la récupérer moi aussi, là. Mais c'est pas le genre de politique à l'ancienne que le monde sont un petit peu tannés, d'après toi? Oui, je le sais, mais on a découvert il y a quelques années un document de l'Empire, du temps un peu avant l'Empire, juste avant que ça devienne l'Empire. C'est un manuel d'élection pour la campagne de Tullius Cicéro en 56 avant Jésus-Christ. Et ça avait été publié dans le magazine américain Foreign Affairs avec un commentaire d'un stratège démocrate et d'un républicain. Et tout était dedans, hein, y compris aller chercher de l'argent pour les entrepreneurs en construction. Hein. Donc ça a pas changé beaucoup. Pas vraiment. En fait, les Romains avaient un proverbe qui disait le mandat d'un consul dure 2 ans, 1 an pour qu'il vole assez pour payer sa campagne et 1 an pour qu'il vole assez pour payer son procès. Fait qu'il y avait quand même un peu de cynisme à l'époque aussi. Mais ceci dit, ils ont bâti des routes qui ont duré et je regarde quand même des bouts de 138 dans le bout des Bergeronnes, par exemple, là, où j'avais failli avoir un accident en 78 puis en 83 quand j'ai vu l'inauguration autour. J'ai dit ouais, ça c'est politique de route si vous voulez, mais je suis bien content que la route soit là. Ça avait été construit par d'ailleurs un autre Lessard, ministre des Transports, qui était ministre sous René Lévesque. Eh oui, qui était sur la Côte-Nord. Mais c'est quand même, parce que l'impression que ça donne, c'est que ça soit le PQ ou PLQ, on a eu de l'alternance. Là, le PQ alterne moins souvent depuis les dernières années, mais on a eu de l'alternance, mais on avait l'impression que ça se ressemblait, là, finalement. Bon, on essaie au moins de faire le travail comme il faut. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a quand même une vie associative beaucoup plus forte. C'est-à-dire, cette année, on va avoir l'Assemblée générale annuelle dimanche avec le congrès local. Donc, on va avoir également un congrès régional avec René Lévesque, normalement le 3 juin. Donc, qui va envoyer des propositions. Les gens viennent là, ils discutent pour envoyer des propositions au national. Et moi, dans mes appels, parce que j'ai fait des appels, je veux dire, on fait quand même des choses. J'ai appelé quand même 76 personnes en 3 jours. Ça occupe votre soirée, ça. Il y a encore beaucoup de membres comme ça. On a pas loin de 500 membres.
Sur la Côte-Nord ou dans Duplessis? Dans Duplessis. OK. La moyenne d'âge, est-ce que c'est vieux ou ça serait génie? Il y a de toutes sortes de choses. Okay. Moi, j'ai parlé 28 minutes exactement, mon téléphone en chronomètre. Non, mais j'étais intéressé parce que c'est une dame assez jeune, là, début trentaine, qui avait beaucoup de choses à dire, des choses très intéressantes. Elle va être à l'Assemblée, peut-être qu'elle va venir à notre exécutif. Par contre, j'ai parlé également cette semaine avec une dame dans la 80aine. Okay. Très jeune d'esprit, et les conversations aussi ont été excellentes. Elle est un petit peu pas mauvaise santé pour venir dans une assemblée, mais de donner des idées. Il y a toutes sortes de monde. Parce que c'est ce que reproche Paul Saint-Pierre Plamondon, d'essayer de rajeunir les idées ou de rajeunir un peu la mentalité du PQ. Faut faire attention parce que quand on lit le rapport, moi je l'ai lu, il y a à peu près 80 pages en petits caractères, alors c'est des choses que je fais. Et le Parti québécois a quand même plus de membres que tous les partis politiques au Québec mis ensemble. Il y a plus de membres jeunes, et les partis politiques les définissent comme 40 ans et moins, qu'il y a de membres total à la CAQ et au Québec solidaire. Si vous prenez au hasard un jeune qui est membre d'un parti politique, vous tomberez pas sur quelqu'un de Québec solidaire ou de la CAQ. Mais vous allez tomber sur un péquiste. Mais entreprendre sa carte, être membre actif et s'impliquer et aller voter, il y a une bonne marge, là. Oui, mais il y a aussi des jeunes dans d'autres partis qui vont prendre une carte de membre et ensuite on les revoit pas, là. C'est assez, c'est commun. C'est commun. Je veux dire, il existe quand même, là, on est en démocratie, on saillit pas, et quand on se parle entre différents partis, c'est un peu l'atmosphère. Vous savez, les vieux films de guerre, la veille de Noël, deux patrouilles qui se rencontrent, puis décident que finalement, on va quand même faire un réveillon ensemble, là, et on jase. Et on se dit les mêmes affaires. Mais la question d'avoir des jeunes, si vous avez 20 ans, là, moi, je suis un de mes jeunes au cégep. Je fais pas de politique partisane au cégep, ils savent que ils connaissent et je leur dis au départ, les couleurs. Mes couleurs, mais je leur dis, on fait de l'économique, c'est de l'économique qu'on fait. On fait pas de politique partisane ici. Et là, je leur dis, si un de vous autres, vous avez le choix de faire vos devoirs, préparer votre entrée à l'université ou faire du militantisme politique, si vous avez le choix de les deux, faites vos devoirs, faites votre université, vous allez être plus utile, puis vous viendrez quand vous avez 40 ans. À 25 ans, vous commencez à avoir votre premier bébé, et éduquez votre bébé. Vous allez faire beaucoup pour le Québec en éduquant votre famille. Et puis quand vous allez avoir du temps, c'est pas une question de dire on laisse ça aux vieux, mais il faut avoir le temps. Faut avoir le temps. Puis il y a des choses, il y a des choses qui sont extrêmement importantes et urgentes. Bon, puis quand Saint-Pierre Plamondon disait pas faut sortir les vieux, c'est pas ça du tout qui est écrit. Non. Au contraire, ce qu'il disait, c'est qu'il faut faciliter l'arrivée de plus jeunes en mettant sur pied des systèmes de mentorat. Bon. Alors là, tu te dis, comment est-ce qu'on peut amener des jeunes puis leur dire, vous n'aurez pas énormément de travail à faire, mais vous allez apprendre comment le faire pour que dans 5, 10, 15 ans, vous soyez président de comté, président de région, que vous puissiez vous présenter. Oui, on parle de jeunes députés, c'est le fun d'en avoir, puis même un de mes premiers beaux-pères, il y a longtemps, avait été le plus jeune député du Parlement fédéral de l'histoire. Ça est resté le record jusqu'aux années 2011. Mais c'était une exception, parce que normalement, qui est-ce qu'on envoie comme représentant? C'est des gens qui sont expérimentés, qui ont des contacts, qui ont vu la vie, qui sont capables de mettre les... C'est normal. De temps en temps, tu as besoin d'en rentrer une couple de jeunes pour me brosser à la cage, là. Mais en gros, ce qu'on a besoin... Moi, j'aime ça être soigné par un... Moi, quand je vais voir un médecin, j'aime ça avoir un jeune médecin qui est au courant de tout. Puis j'aime d'avoir un vieux aussi qui est capable de relativiser puis de dire, moi, j'ai vu des affaires que tu n'as pas vues dans tes livres, là. En même temps, c'est ça, on peut se comparer aux autres partis puis dire notre membership est nettement plus supérieur aux autres. Par contre, si on se compare au passé, le PQ, son membership a fondu considérablement. Moi, quand j'étais jeune, aussi, mais ça démontre que l'intérêt pour la politique est peut-être moins là. La politique à l'ancienne, en tout cas. Elle est différente. Moi, je me souviens, à la grande époque des années 80, il y avait 500 000 membres au Parti québécois, 300 000 au Parti libéraux. Mais rappelez-vous que la seule façon de faire de la politique à l'époque, de se renseigner, c'était d'aller dans une assemblée politique. C'était de faire une assemblée de cuisine. Il n'y avait pas de réseau d'information continue. Si vous vouliez avoir une discussion politique, il fallait se ramasser en gang, pas aller sur une page Facebook. Hey, si vous regardez le trafic sur nos pages Facebook, ça jase. Sur celui de Bernard Rambaud-Gauthier et de son parti Citoyen au pouvoir aussi, là, ça jase en baptême, il y a beaucoup de membres. Est-ce que ça fait peur aux péquistes de Duplessis? Parce qu'il va être candidat ici, là, en principe, puis c'est la tête d'un parti national. Ça peut déranger pas mal la prochaine élection provinciale, non? Nous, ici, on parle aux gens, on regarde leurs préoccupations. On regarde aussi la campagne nationale. On dit aux gens quand on nous parle, mais regardez aussi,
vous avez regardé aussi qui va former un gouvernement, qui va être capable d'amener les choses. C'est excellent de discuter, mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir être capable d'exécuter. Qui est capable de le faire? Qui a la machinerie institutionnelle? Qui a l'expérience administrative? Il y a ça aussi dont il faut tenir compte. Si vous envoyez un député qui va être à l'arrière, même en arrière des backbenchers, les indépendants qui sont là sont en arrière des backbenchers. Ils n'ont pas de là, il a formé un parti. C'est peut-être qu'il va y avoir des candidats dans les 122 comtés du Québec. Peut-être qu'il va en faire élire plus que Québec solidaire. Il a quand même perdu du monde qui était avec lui depuis le début, qui trouvait qu'il se reconnaissait plus, là. Alors, mais même là, si t'es pas une douzaine pour former un groupe parlementaire, puis même si t'es la troisième opposition, t'es quand même en arrière de la deuxième, puis t'as une question tous les 3 jours, puis Mais est-ce que c'est l'espace médiatique qui peut maintenant faire plus peur que la place qu'on a à l'Assemblée nationale même? Dans certains cas, oui. Je veux dire, la presse cherche des fois des bons shows, et ça, c'est vrai pour tous les partis. Dans tous les partis, qu'ils soient au pouvoir, la première, deuxième opposition. Chaque parti a une personne médiatisée. Il y en a qui ont des belles têtes à TV, ils ont des belles gueules de radio. Une histoire de mort sexuelle, ça fait plus de chemin qu'un ministre libéral, ça. Oh, c'est possible, là, mais moi, j'embarque pas dans ces choses-là, là. mais il y a quand même des gens qui sont plus médiatiques et on aime monter les codes d'écoute. Par contre, peut-être avec les 2 fiascos médiatiques de l'année passée, qui est le Brexit, qui est la campagne de Trump, il y a des gens qui commencent à se poser des questions, savoir quelle est comment est-ce qu'on donne de publicité gratuite à un ou à l'autre, et je parle même, faut faire attention, pour le parti au pouvoir ou la première opposition, est-ce qu'on leur en donne plus que ce qu'ils méritent? Mais en même temps, est-ce qu'on veut, juste pour attirer des codes d'écoute, faire ce qu'on appelle du clickbait, là? Ouais. Est-ce qu'on va donner de la publicité à quelqu'un, des groupes, là, je parle pas ici de M. Gauthier, là, mais je parle en général. Donc, comment est-ce qu'on va orienter le débat politique? En tout cas, on va sans doute jaser de tout ça cette fin de semaine là au Congrès et à l'Assemblée générale annuelle du Parti québécois de Duplessis. Les 500 membres sont invités. Peut-être qu'on peut devenir membre puis y assister cette fin de semaine aussi. La seule chose, c'est dimanche, quelle heure? 13h au Cégep de Sept-Îles, donc au Café Campus. Donc, vous pouvez être membre. Si vous prenez votre carte de membre, vous pouvez participer au débat, mais vous pouvez pas être membre de l'exécutif avant au moins, faut pas vous présenter un poste avant au moins 30 jours. Jean-René Giguère, lui, renouvelle son mandat de président à ce moment-là. Lui. Je pose ma candidature. Jusqu'à date, c'est la seule. Donc, on continue dans la continuité. Puis déjà on est en train dans l'esprit de Paul Saint-Pierre Plamondon de pencher il vient nous voir dans quelques jours dans le comté. On va le recevoir à cette émission Côte-Nord Attitude le 15 mars prochain. Mais là, on pourrait parler de politique encore bien des minutes ça, mais on a d'autres invités. Ça fait que l'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Pour l'Assemblée générale annuelle et le congrès du PQ cette fin de semaine à Sept-Îles. Merci beaucoup, Jacques-René Giguère. Merci beaucoup, Jean Saint-Pierre et Tommy Auger. Merci. Côte-Nord. Attitude. Une prestigieuse soirée sous le thème du cabaret Le Moulin Rouge vous attend lors de la 9e édition de la soirée Casino au profit de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles qui se déroulera au Cégep de Sept-Îles le samedi 18 mars dès 18h30. Revêtez vos costumes d'époque et vivez l'ambiance folle et frivole du cabaret Le Moulin Rouge à Paris en 1890. Une expérience unique. Poker, blackjack, cocktail de bienvenue, bouchées et surprises vous y attendent avec plus de 90 bénévoles à l'œuvre. Les billets sont disponibles dès maintenant à la Chambre de commerce de Sept-Îles ainsi qu'auprès de la Fondation au 962-9761, poste 2407. À la recherche d'un camp d'été pour vos enfants, que ce soit en plein air, voile, explo-canot ou médiéval, une aventure imprégnée d'amitié, de dynamisme et de découverte vous attend au camp Sable Chaud d'Amqui. Un camp pas comme les autres, avec une équipe d'animation des plus dynamiques. Réservez dès maintenant, car les places sont limitées. Nouveau cette année, sentier écologique La Saracénie. Le camp Sable Chaud d'Amqui, situé dans la vallée de la Matapédia. Info 88 629 3747 ou campsablechaud.com. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Eh bien là, on va parler de cet événement qui avait lieu cette semaine, une belle ouverture en grande pompe de la station d'essence Shell du dépanneur Bonissoir à Port-Cartier. On avait déjà ouvert en décembre, là, en plein temps des fêtes, le McDonald's dans le même complexe commercial. Pour nous en parler, c'est Monsieur Jean-Marie Giguère qui président sortant, pas Giguère, Michel Giguère est le président, mais Jean-Marie Potvin, le président sortant, va agir comme porte-parole de IGA Port-Cartier qui a initié tout ça. Bonjour, Monsieur Potvin.
Bonjour, en passant, c'est M. Gignac et non Gignac. Pas Giguère, oui, Gignac. On va y arriver. Vous avez de la difficulté. La tempête vous amène à dire des choses qui sont différentes. Ouais, c'est ça, là. J'avais pas mes notes devant moi, mais là, je suis installé, on va pouvoir faire l'entrevue. Ça a bien été, hein, l'inauguration. On l'avait remis à cause d'une tempête, justement, la première fois, mais là, on a réussi à déplacer des gens de Sobeys Québec, d'IGA. Il y avait une belle foule. Oui, tout à fait. En fait, on était un peu fiers, très fiers même d'inaugurer cette bonne histoire parce que historiquement, ça fait déjà plus de 5 ans qu'on travaille avec Sobeys Québec pour en arriver à cette conclusion-là. Parce que vous savez que Sobeys et IGA et Shell sont en fait, c'est la même famille et c'est pour ça qu'il y a souvent des gratuités. Lorsque vous allez, par exemple, vous approvisionner chez IGA, vous avez des gratuités d'essence chez Shell. Et nous, à Port-Cartier, on n'avait pas cette facilité-là d'avoir un Shell. Alors, on a mis un petit peu de pression auprès de Sobeys pour s'assurer que nos membres, au niveau d'alimentation Coop Port-Cartier, puissent bénéficier des gratuités, mais à proximité. Bon, alors ça l'a aidé dans le dossier, dans le montage financier. Vous parlez de 3 ans, c'est un peu le montage financier qui a pris 3 ans. J'étais impressionné par la rapidité de la construction, moi. Ça a bien été. Oui, en effet. En fait, c'est pas nécessairement le montage financier qui a pris 3 ans, mais vous comprenez qu'avant d'installer une nouvelle place d'affaires de distribution de pétrole, il y a quand même toute une étude de marché que Sobeys fait auprès de la clientèle potentielle. Ils regardent aussi les mouvements potentiels de clientèle. Ils ont fait beaucoup d'études dans ce sens-là pour en arriver à la conclusion qu'effectivement, un poste, une essencerie Shell à Port-Cartier serait viable et c'est pour ça qu'ils ont enclenché le processus après. Ben, puis on l'a fait pas dans la meilleure période économique pour Port-Cartier. Faut dire qu'il y a beaucoup de partenaires derrière ça, là. McDonald's en est un, avec Monsieur Bourassa, là, qui a aussi le McDonald's de Sept-Îles. La ville de Port-Cartier a été un joueur important aussi, là. Il reste le bureau d'accueil à installer, justement. Oui, tout à fait. Le bureau d'accueil va être installé incessamment, là. On parle du bureau d'accueil. Et aussi de l'entrée au niveau de la CEPAC de Port-Cartier-Sept-Îles qui va avoir son bureau de pignon sur rue à même bureau d'accueil, ce qui va être excellent parce qu'on considérant qu'il est directement à l'entrée de la CEPAC. Oui. Ça, c'était une condition non négociable pour la mairesse de Port-Cartier que le terrain soit libéré pour cette construction, mais que le kiosque touristique et de la CEPAC devait faire partie intégrale du projet? En effet, c'était une condition sine qua non et ça faisait partie du projet. Où, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essencerie... Si on recule dans le temps, là, il y avait 2 ou 3 projets potentiels d'essencerie sur ce terrain-là. Et les promoteurs étaient amenés à présenter au niveau de la ville de Port-Cartier leur projet. Ouais. Et la ville de Port-Cartier mettait ses conditions parce que le terrain leur appartenait. Et ils demandaient aux promoteurs effectivement d'intégrer à leur projet le kiosque d'accueil touristique et le bureau de la CEPAC par la force des choses. Là, au fil des ans, là, c'est devenu d'un commun point de service. Ouais. Quand on regarde ça quand même, M. Potvin, là, les retombées, c'est assez intéressant, les retombées directes. Là, McDonald's, on a parlé d'une 50aine d'employés quand on l'a ouvert en décembre. Le Bonissoir, c'est quoi, une 20aine de personnes? IGA, la coopérative, c'est 60 employés. Ça fait que ça commence à faire pas mal de salaires intéressants, ça? Ben, ce qui est intéressant surtout, c'est d'avoir un potentiel d'emploi pour le commerce au détail. Parce qu'on sait que dans ce type d'emploi-là, nous avons des employés permanents, oui, mais on a aussi des employés temporaires qui sont à certaines parties de nos étudiants. Ça nous permet d'avoir un revenu d'appoint. C'est intéressant pour eux. Et c'est ce genre de choses-là que si on recule dans les années antérieures, lorsqu'on a commencé le projet du IGA, que l'ensemble de la collectivité coopérative, on voulait développer une espèce d'attraction pour la disponibilité d'emploi
au niveau du commerce au détail à Port-Cartier. Ouais, en même temps, le IGA, quand la coopérative est arrivée à Port-Cartier, ça venait surtout créer de la compétition avec le Provigo. Je pense que d'avoir 2 épiceries, ça devient intéressant pour le choix, pour les clients là en général. Le monde doit être content d'avoir 2 épiceries maintenant. Ça fait que d'avoir 2 dépanneurs proches à l'entrée de la ville, ça dérange pas trop non plus. Non, je penserais pas. C'est parce que l'objectif, en fait, c'est d'avoir une essencerie. L'objectif ultime, c'était d'offrir aux clients du IGA l'option d'échanger leur gratuité d'essence en proximité. Ça, c'était l'objectif ultime qui a incité le conseil d'administration à faire des revendications et des requêtes continuelles auprès de Sobeys pour les inciter à installer ce projet-là. Maintenant, à partir du moment où Sobeys a eu de l'intérêt, il est venu faire une espèce de comment dirais-je, une étude de faisabilité et une vérification auprès du potentiel disponible. Ils ont réalisé rapidement qu'effectivement, c'était viable ce projet-là, puis c'est pour ça qu'ils l'ont instauré. Oui. Et vous êtes en affaires quand même, Monsieur Potvin, depuis plusieurs années, très impliqué dans le milieu des affaires à Port-Cartier. Là, le contexte économique, comment vous sentez? Est-ce que vous avez l'impression que ça s'améliore? Le prix du fer augmente. Il y a quand même 2 gros joueurs qui sont solides à Port-Cartier. Arcelor, là, qui a pas trop ralenti malgré le contexte dans les 3 dernières années. Et Rémabec, le groupe Rémabec, qui a rajouté des projets à son infrastructure scierie là, avec ce qui est en construction actuellement. Avez-vous l'impression qu'on est dans la reprise à Port-Cartier? Oui, je vous dirais qu'on sent une reprise potentielle. On ne la vit pas encore. On la sent parce qu'on entend des choses très intéressantes. Vous parliez du fer tout à l'heure, c'est intéressant. On parle, Rémabec, plutôt dans l'année 2016, a annoncé un projet d'une usine de biocarburant qui est en voie de réalisation. C'est très intéressant aussi. Ça va être générateur d'emplois. Et ça va générer aussi probablement des différentes retombées sur différentes PME qui vont pouvoir être des entreprises de services pour ces grands donneurs d'ordre-là. Ouais. Ce qu'on sent, là, on sent cette voie-là s'en venir. Si on regarde ça sur une base régionale aussi, on le voit là par rapport au projet éventuel de Ménarneau. On entend parler d'Alderon, on entend parler de Tata Steel, on entend parler de beaucoup de choses qui vont faire en sorte éventuellement qu'ils vont donner des retombées autant sur Port-Cartier qu'actuellement on le voit là, probablement sur cette île. On est encore donc plus dans l'espoir que dans le concret. Là. Je pense qu'à Port-Cartier, le milieu économique... Ouais. Le milieu économique a encore sur le cœur l'échec de Ferro Atlantica à Port-Cartier, c'est ça? Oui, absolument. Mais, je veux dire, cet échec-là, on pourrait en parler. Il s'est écrit beaucoup de choses à ce sujet-là. Je ne voudrais pas revenir sur des choses qu'on a pu changer. Sauf qu'effectivement, c'était une déception très majeure pour la population porcartoise et pour la gente du milieu des affaires, là, tous les gens du milieu des affaires qui avaient fondé des espoirs, même qui avaient entrepris des démarches pour être en mesure de servir cette entreprise-là, sont trouvés un petit peu, comment dirais-je, déculottés, si je peux me permettre l'expression. Oui. Maintenant, il y a une autre chose aussi qu'on a brassé depuis ce temps-là, parce que si vous vous rappelez, M. Saint-Pierre, lorsque le projet de Ferro-Québec a été arrêté, messieurs les ministres, parce que plusieurs nous ont dit on ne vous laissera pas tomber, la région de Port-Cartier, on va vous supporter. Si on regarde ça un petit peu avec quelques années, un an et demi, 2 ans plus tard, il n'y a pas eu grand-chose de concret qui s'est confirmé. Ben oui, Pierre Arcan est en train de faire le tour de la Côte-Nord, il est pas arrêté à Port-Cartier. Non, pas d'arrêt là, hein. Dites-moi en terminant, M. Potvin, là, dans ce contexte-là, justement, c'est quoi la priorité au niveau économique à Port-Cartier? On parle beaucoup des travaux nécessaires au quai, là, c'est peut-être un peu le message que vous vouliez passer, mais c'est la diversification, dans le fond, c'est ça qu'il faut, hein? Arrêter de dépendre de l'industrie du fer seulement, quoi? Effectivement, on est grand Dieu nous fasse, on est bien heureux d'avoir les gens de l'industrie du fer. Effectivement, vous avez raison, on ne doit pas être uniquement dépendant d'un marché spécifique. Par contre, vous parliez du quai, c'est une condition sine qua non d'être capable de diversifier notre économie. Autant de travailler actuellement avec les grands donneurs d'ordre, vous avez montré tantôt, vous avez mentionné tout à l'heure, à savoir Rémabec et ArcelorMittal qui ont besoin de ce quai-là, mais éventuellement d'autres transbordements qui pourraient se faire. Et
et être attractif pour d'autres industries qui pourraient se servir effectivement du quai. Parce que vous comprenez, le quai, là, nous, là, on a le boulevard bleu là, sur la Côte-Nord. Ouais. C'est un petit peu dépourvu au niveau routier parce qu'on n'a pas nécessairement d'autoroute pour aller au niveau des grands centres. Par contre, on a un boulevard qui est qui nous permet d'aller en Europe facilement. C'est des choses qui sont en notre faveur. Mais par contre, actuellement, dans l'état où il est, le pauvre quai, on n'est pas en mesure de l'utiliser ultimement. Eh bien, Monsieur Jean-Marie Potvin, président sortant à la coopérative IGA de Port-Cartier, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct aujourd'hui à Côte-Nord Attitude. Merci, bonne journée. Bonne journée. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. À l'approche des temps plus chauds, la mercerie Armand Charrette vous offre un très vaste choix de t-shirts, polos, chemises à manches courtes, coupe-vent, chandails et de tout pour les amateurs de golf, comme des bermudas et des pantalons légers. Venez découvrir nos nouveautés printemps-été à la mercerie. Et pour ceux qui graduent cette année, il est déjà temps de penser à réserver vos tuxedos et complets pour le bal des finissants. Service disponible également pour les mariages. Passez nous voir à la mercerie Armand Charrette, 459 Brochu. La compilation. La compilation. Salut, c'est David. Du lundi au vendredi, dès 18h, je vous invite à un voyage dans le temps musical à Pure FM avec la compilation. Parce que commencer la soirée avec ça. On s'est aimé comme on se quitte. Ou bien ça. Anyway, je suis content. Ça me semble que ça fait du bien. Commencez vos soirées de semaine du bon pied avec la compilation dès 18h. Pure FM 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Eh bien, on va parler de cet événement assez spécial, une classique hivernale dans le bois, une formule spéciale au lac Cachiwish, même l'accès est spécial, faut y aller en motoneige. C'est tellement spécial que c'est un rappeur, un chanteur qu'on a invité pour parler de culture, pour parler de hockey aujourd'hui, mais c'est aussi un bon joueur de hockey. Louis-Philippe Canuel, bonjour, bienvenue à Côte-Nord Attitude. Yes, merci. C'est la 3e édition, la classique hivernale 3 contre 3 du lac Cachiwish. J'imagine qu'on s'est amusé pas mal dans les 2 premières éditions. Ouais, exactement. Ben, c'est un tournoi qui est justement fait pour ça, pour s'amuser. Je veux dire, il n'y a pas de compétition. On arrive là-bas, on sépare les équipes. On s'amuse beaucoup. C'est sûr que là, cette année, ça va être une édition qui va être encore plus spéciale parce que je pense que la glace est encore meilleure que les années précédentes. La première année, on avait un peu de misère avec la glace. C'était assez dur à faire, là. Sur un lac, là, c'est... Vous avez pas grand contrôle là-dessus, à part passer les pelles pour enlever la neige en dessous? Vous avez pas grand contrôle? Là, cette année, quelque chose de spécial, on a une Zamboni. Oh, OK. Ah ouais? Ouais, on s'est fait faire une petite Zamboni, là, dans le fond, qu'on peut passer à la main. Les années d'avant, dans le fond, on passait à souffleuse, puis on essayait d'arroser le mieux qu'on pouvait pour faire une plus belle patinoire. Mais cette année, avec la Zamboni, je pense que ça va être quelque chose de super. Puis là, une formule 3 contre 3, on met pas des grands buts, quoi? C'est des petits buts comme la classique d'Homme Sept-Îles? Ça ressemble beaucoup à ça. Dans le fond, c'est du pond de hockey qu'ils appellent. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met pas un petit but, on en met 2, mais ils sont encore plus petits. Dans le fond, c'est des buts qui mesurent environ 1 pied. On en met 2 pour être sûr que personne se mette en avant du but puis arrête la rondelle tout le temps. La rondelle reste au sol. Il y a 2 buts de chaque côté, donc 4 buts sur la patinoire. Oh, OK. Fait que... OK, ça change la dynamique aussi. Exactement, là, c'est ça. Parce que s'il y a juste un petit but d'un pied, en fait, n'importe qui peut se mettre en avant du but, puis il y aura jamais de but. C'est sur un lac, la patinoire, vous pouvez donner la dimension que vous voulez, finalement. Ouais, ben, en fait, elle est plus carrée que rectangulaire, ou? Ça ressemble pas mal, je te dirais. Ben non, c'est quand même assez rond. Je veux dire, c'est fait comme une vraie patinoire. C'est environ comme de la ligne rouge à la zone des buts sur une vraie glace. Une demi-glace. C'est une demi-glace. Puis dis-moi, ça vient d'où cette idée-là de faire un tournoi dans le bois comme ça? Là? Des classiques hivernales, on en voit à Beauport, au stade Holiday ici, mais dans le bois. Écoute bien, là. C'était quoi l'idée? Ben en fait, c'est pas moi qui s'occupe. Moi, je m'occupe de faire de la pub. C'est mes amis, dans le fond, c'est Christian Boudreau, puis son ami Carl Bellavance qui ont décidé de faire ça parce que je sais que Christian, il y a un camp. Ça, Il y a un camp sur le Cachiwish. Il y a beaucoup de camps autour du lac. Puis il y avait quelques joueurs de hockey qui habitent pas loin, puis à un moment donné, ils ont dit on devrait peut-être faire un petit tournoi, un petit event comme ça. Finalement, mais ça a pris quand même de l'ampleur, c'est quand même devenu assez gros. L'année passée, là, il y a une petite vidéo que j'ai fait, là, on peut retrouver environ facilement presque 200 personnes, là, quand même pas mal de skidoo. Ah oui, quand même. 50, 60 skidoo, peut-être même plus, là, j'ai pas compté, mais il y a beaucoup de monde.
c'est quand même très gros comme événement. Là. Parce que l'invitation est pas juste lancée aux joueurs de hockey, c'est un happening familial. C'est ça qui est trippant, là. C'est une super de belle place pour les gens qui ont jamais été dans ce coin-là. Puis, ben, c'est ça, là. Il y a moyen d'avoir du fun toute la journée. On a une belle ride de skidoo pour y aller, pour revenir, puis on a du fun en même temps. C'est pas si loin, quoi. J'imagine qu'on peut aller mettre son trailer au lac d'Aigle. Exactement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on, le samedi matin, il y a quelqu'un qui va aller chercher les gars ou les filles qui jouent. Dans le fond, il y a comme une maison, un centre communautaire. Le centre communautaire là, au lac d'Aigle, ouais. Tout le monde part de là. Ça prend environ, je vous dirais, peut-être 25-30 minutes en skidoo. Puis on est rendu au lac Achouis, puis on arrive là, c'est le décor, il fait rêver pour vrai. Tout joueur de hockey, là, jouer sur un lac, là, c'est quelque chose. Là. Sérieusement, c'est vraiment hot. En même temps, c'est le 11 mars, on va se souhaiter du beau temps. Mais les 2 premières éditions, vous avez été chanceux, là. Ouais, une journée comme aujourd'hui, on jouerait quand même ou? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, faut jouer. Exactement. C'est la beauté de la chose, mais vous avez quand même des petites infrastructures, là, une petite cabane pour mettre les patins. Exactement. On a des pelles aussi, puis on est bien organisé là, au cas où qu'il arrive quelque chose. Le Zamboni. La Zamboni. Je veux dire, les pelles, c'est rien là, on a une Zamboni. J'étais un peu surpris que tu dises tantôt là que c'est pas de la grosse compétition puis tout ça. Toi, t'as joué avec l'équipe dans le temps qu'il y avait du senior ici. Christian Boudreau, c'est un bon joueur, un très bon joueur de hockey à cette île. Je pensais que c'était les gros joueurs qui s'inscrivaient là. C'est pas compétition. Non, tout le monde peut jouer. Ouais, c'est vraiment juste pour avoir du plaisir, là. Y a rien de y a rien de compétitif. Y a-tu une coupe? Y a-tu le gagnant, quoi, l'honneur, ou au moins y a un petit trophée, là, pour se faire prendre en photo? Ben, y a une photo sûre. Ah, ok. C'est pas de trophée. Mais on a un concours de passes levées, là, qui s'appelle les Saucer Pass. Ouais. Je l'ai nommé le concours de passes Kelly Cox. Ah, ok. Parce qu'il a gagné la première année. Ok. Puis, c'est ça, le gagnant remporte toujours un prix, là. C'est ça. Tout le monde est invité. Tommy parlait des familles. Moi, j'ai parlé hier avec Anne-Sophie Betté. Éventuellement, les filles peuvent jouer aussi, là, surtout du calibre d'Anne-Sophie. Ça serait bienvenu. Non, mais on a une bonne ligue de filles ici à cette île, là. Hey, c'est surprenant, là. Ils jouent le mardi soir à l'Arena, là. Ceux qui ça leur tente, là, allez voir ça, là. Il y a des filles avec beaucoup, ben, pas mal plus que moi, en tout cas, là. Pas mal plus de talent que moi, en tout cas. Oui, ben là, les filles peuvent jouer, c'est sûr, certain. Le hockey, mais ça fait partie, les filles puis les gars, il y a plus juste les gars qui jouent au hockey, là. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est une formule, je dirais, inscription individuelle quand même, là. On n'est pas à chercher, là, une gang pour jouer 3-4 pour former une équipe. Ça va être du 3 contre 3. Ouais. C'est des inscriptions individuelles, on se divise sur place. C'est ça. Dans le fond, on vient chez Sport Expert, il y a des formules d'inscription. On paie. On donne notre formule, on se rend là-bas, rendu là-bas, on fait les équipes, puis on s'amuse. Tommy est habitué dans son jeune temps, on met tous les bâtons au centre, puis on fait ça quand même, diviser les équipes. Ça ressemble à ça, c'est juste que là, on met les noms dans un chapeau. Ouais, tant mieux. Bon, c'est vrai qu'il peut se ramasser avec des équipes fortes, faibles aussi, mais on est là pour s'amuser. On s'organise pour pas que ça soit trop quand même, tout le monde va jouer au moins 3 matchs. On commence à 10h, bon, il va avec la clarté. Ouais, exact. Je pense qu'on commence vers ça, 10h, ouais, puis vers 4h habituellement, c'est pas mal terminé. Là. Puis on a des aménagements, quoi. Il y a des gens qui ont des chalets autour. Éventuellement, s'il y a des besoins, des choses, on a très froid, on pourra se réchauffer, des tentes peut-être, des choses comme ça. Ouais, exactement. Ben, il y a des chalets, mais il fait jamais froid là, le 11 mars. Là. Vu que c'est le lac est comme puis j'imagine vous faites ça sur le bord quand même là, de la forêt là, vous faites pas ça en plein milieu du lac. Non, c'est ça, c'est collé sur les arbres, on est vraiment protégé du vent. Ouais. Puis c'est invitant. C'est invitant. T'es aussi invitant quand tu parles de sport que de culture, finalement. Les matchs, c'est combien de temps? Les matchs, je te dirais, je pense c'est 2-10 minutes. 2-10? 2-10, ouais. Juste pour se réchauffer, se garder chaud, puis après c'est ça. Parfait, ça c'est des beaux matchs. Le coût d'inscription c'est $40. Bon, on va vous donner 6 breuvages, c'est de la bière ou du jus d'orange? Je pense que c'est du jus d'orange. Ouais, du jus d'orange spécial. 6 breuvages, 6 hot dogs, de l'eau, des cadeaux sont fournis. Donc ça va être des équipes de 3 à 4 joueurs, mais c'est des inscriptions individuelles. On s'inscrit comment chez Sport Expert? Les formulaires sont là, on peut les remplir, on peut les envoyer il y a une adresse en bas, je pense que c'est 109 de Quin, mais je suis pas certain là. Sinon on les amène chez Sport Expert, je les ramasse, je donne ça à Christian, puis à 32, on arrête ça là. Quelqu'un qui a pas de skidoo mais qui voudrait aller jouer, il vient vous voir, il donne son nom, puis on va y trouver peut-être y trouver de la place. On peut essayer de trouver on va y trouver un livre. Exactement, on va essayer. Génial. Ben Louis-Philippe Canuel, un gros merci d'être venu nous parler de la 3e classique hivernale du lac Cachiwish. C'est prévu le 11 mars. Les inscriptions individuelles, ça se fait présentement chez Sport Expert. Merci beaucoup. Merci. Attitude. Je suis le super-héros de la boutique attraction.
Non, ça manque de conviction. Je suis le super-héros de la boutique attraction. Ouais, ça, c'est bon. Es-tu rendu que tu parles tout seul? Non. Me semble. Et mon super-héros préféré possède quel pouvoir? Ben là, le pouvoir de faire économiser. Avec la boutique Attraction, c'est 50% de rabais minimum sur plusieurs produits partout au Québec. Hôtels, restaurants, divertissements, boutiqueattraction.com, de tout pour plaire à chaque super-héros qui sommeille en nous. Tommy Auger, il nous reste une entrevue que tu as réalisée. On l'a préenregistrée parce que tu t'en vas à l'inauguration de la prison drette là. Donc, je te souhaite une bonne fin de semaine. Merci de mettre en ligne demain toutes les entrevues réalisées cette semaine à Côte-Nord Attitude. Et présente-nous justement, là, on parle des paramédics en égo. Ben exactement, là, on sait que les paramédics sont en négociation et en grève illimitée là ici. Moi, j'en ai profité, on avait vu là, il avait fait une activité pour lancer la grève. Moi, j'ai appelé là au service ambulancier Poli pour avoir leur parti, m'ont référé. Eux font partie de la Corporation des services ambulanciers du Québec. C'est eux qui parlent en leur nom. Et ce qui est un peu particulier, c'est que autant les syndiqués que le patronat disent la même chose, que ça prend le gouvernement qui doit se rasseoir autour de la table parce que c'est le gouvernement qui donne les enveloppes budgétaires et donne des contrats aux compagnies d'ambulance là pour gérer tout ce service. Donc c'est une situation qui est très particulière. Je me suis entretenu avec le directeur général de la Corporation des services ambulanciers du Québec, monsieur Denis Perrault. On écoute cette entrevue à l'instant. On te laisse aller à l'inauguration avec Martin Coiteux et Pierre Arcan, les deux ministres de la prison, de la nouvelle prison de Sept-Îles sur la rue Vigneault. Certainement qu'on verra des belles images la semaine prochaine à Cogeco TV. Exact. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Monsieur Perrault, là, en entrée de jeu, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu la position de la CSAQ concernant là, les négociations avec les paramédics du Québec. Dans le cadre de cette négociation-là, comme il se fait depuis 1989, c'est une négociation qui se fait de concert avec le ministère de la Santé et Services sociaux. Ce qui, pour la raison suivante, c'est que bien que nous sommes des entreprises privées, il y en a pas moins que les services hospitaliers, c'est un service public. Donc, l'État a décidé de confier par contrat aux entreprises de livrer le service. Donc, les entreprises sont pas en mesure de déterminer les coûts. C'est l'État qui le fait et ne détermine pas non plus quel service à donner. C'est l'État qui doit faire ça. Donc, l'agent payeur, celui qui peut donner des conditions de travail, est le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et pour une raison qu'on ignore de façon précise, parce que en avril dernier, en avril 2016, le ministre a décidé de se désengager de cette négociation-là. Ce qui fait en sorte que nous, on a une incapacité de convenir au niveau monétaire avec les syndicats, quoi que ce soit. Sur le volet qui nous appartient, le volet normatif, on a des ententes avec l'ensemble des syndicats depuis décembre dernier et malheureusement, compte tenu de ce que je viens de vous expliquer, les négociations sont bloquées compte tenu qu'on n'a aucune marge de manœuvre au niveau financier. Est-ce que vous avez des discussions avec le ministère pour leur retour à la table de négociation? Malheureusement, même si on les relance, je vous dirais, depuis avril, là, depuis que le ministre a annoncé son retrait, on lui a signifié à plusieurs reprises que cette décision-là nous apparaissait inapplicable dans le cadre du contexte actuel. On fait des relances depuis. On a encore fait, évidemment, suite à nos conclusions des ententes sur le normatif avec les syndicats. D'ailleurs, on lui a annoncé la bonne nouvelle qu'on avait au moins réglé cette question-là et c'est toujours lettre morte de son côté. Lorsqu'on a tenté de rejoindre le ministère de la Santé et des Services sociaux pour avoir leur partie de l'histoire, on nous a refusé à 2 reprises une entrevue nous disant que le ministère ne fait pas partie des négociations, n'est pas l'employeur des paramédics, donc n'a pas de raison de faire partie prenante de cette négociation-là. De votre côté, de ce que vous me dites, c'est totalement le contraire. C'est totalement le contraire, parce que comme je vous ai expliqué, le service hospitalier, c'est un service public, ça appartient à l'État de le donner, et il le confie à des entreprises. Et eux contrôlent le volet des revenus des entreprises. Donc, c'est pas les entreprises qui déterminent combien nous facturons par transport, et c'est pas les entreprises qui décident du niveau de service. Donc, le véritable agent payeur, c'est l'État, et c'est pour ça qu'il, normalement, de concert, il devrait être assis à côté de nous pour qu'il puisse donner les conditions de travail à l'ensemble des paramédics.
sans donner les outils nécessaires pour qu'on puisse faire la négociation et arriver à une conclusion avec les paramédics. Donc là, vous avez 2 négociations présentement. Vous avez une négociation avec vos employés et vous avez une négociation avec le ministère. Présentement, votre enveloppe budgétaire que vous avez pour négocier avec vos employés est fixe? Vous n'avez pas de marge de manœuvre? Aucune marge de manœuvre, parce que, comme je vous dis, à chaque fois qu'il y a de la négociation, les ajustements se fait dans les contrats des entreprises en fonction de ce qui est offert par l'État. Donc, les derniers ajustements, c'est pour couvrir la négociation de 2013. Donc, la négociation actuelle, le ministère nous a donné aucun budget supplémentaire pour arriver à des conclusions avec les paramédics. Entre autres, il y a bien des éléments qu'on ne peut absolument pas contrôler, dont notamment, un exemple assez facile, qui est le régime de retraite. Le régime de retraite des paramédics, les parties contractantes de ce régime-là et le ministère de la Santé et le Conseil du Trésor. Donc, nous, on est dans l'incapacité de modifier quoi que ce soit sans l'autorisation de ces 2 organismes-là, qui sont les agents payeurs. Est-ce que d'un côté, ça fait votre affaire que, bon, les choses sont au statu quo, vous n'avez pas à dépenser plus, dans le fond, vous êtes dans un peu dans, comme je viens de dire, le statu quo, donc rien ne bouge de votre côté? Ben, il y a rien qui bouge, mais évidemment, ça ne nous convient pas compte tenu que malheureusement, puis on peut comprendre l'impatience des syndicats, on n'est plus en mesure d'avancer aux tables de négociation et c'est pour ça qu'ils, malheureusement, ils ont enclenché un droit qu'ils ont en vertu du Code du travail de faire une grève légale, ce qui amène des complications au niveau administratif. Mais même s'ils font ça, malheureusement, on est dans l'incapacité de convenir de quoi que ce soit avec eux. Fait que ça nous convient pas que ce soit un statu quo pour l'instant. Vous êtes pris entre l'arbre et l'écorce. Cette expression-là, elle va comme un gant à la situation actuelle. Monsieur, j'aimerais vous entendre en terminant. Là, on a parlé avec les syndicats, ils nous mentionnaient qu'une des caractéristiques bien particulières ici sur la Côte-Nord sont pour certains secteurs les horaires de travail du 7-7 qui causent certaines problématiques lorsque les gens sont fatigués, ont des longs quarts de travail. J'aimerais vous entendre là, sur les solutions que vous pouvez peut-être apporter à la table là, pour régler cette situation de travail qui est un petit peu excessif pour ces travailleurs de préhospitaliers. Oui, vous venez de donner un exemple parfait pour démontrer à qui appartient la responsabilité. La couverture du territoire, le genre d'horaire, le nombre de véhicules et ainsi que tous les autres composantes en regard de l'organisation du travail sont décidées par le ministre. Donc, tant que le ministre vient pas s'asseoir à la table ou qu'il n'envoie pas ses représentants, il nous est impossible d'aborder ces questions-là, qui sont des questions réelles dans le cadre de la situation du renouvellement des conventions collectives actuelles. Non, ben c'est une situation qui est pour le moins qu'on puisse dire assez particulière pour cette négociation. Monsieur Denis Perrault de la CSAQ, merci beaucoup. Merci, monsieur. Et c'est ce qui complète notre émission Côte-Nord Attitude de ce jeudi 2 mars 2017. On vous rappelle que la situation est difficile. Les transports sont souvent perturbés. Là, la visibilité peut être parfois considérablement réduite sur la route 138. Il y a eu quelques sorties de route ce matin. Un accident à Port-Cartier également. Alors, on vous invite à être très, très, très prudent là sur la route 138. L'accident, c'est survenu vers 11h20. Il y a eu 3 personnes blessées, d'autres sorties de route sur la 138. Donc, la prudence est de mise. Au revoir tout le monde. Bonne fin de journée.